invité du jour est Alexandre Goudarzi. Il nous présente son ouvrage « Guerrier de la paix » dans lequel il revient sur la prise d'otages dont il a été l'objet avec 3 autres personnes de son association SOS Chrétiens d'Orient, association dans laquelle il est directeur adjoint des opérations et responsable développement. Bonjour. Bonjour. Alors, la prise d'otages a eu lieu il y a un peu plus d'1 an, entre le 20 janvier 2020 et fin mars 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé, quel était le contexte, qu'est-ce que vous alliez faire en Irak, puisque c'est à Bagdad que vous avez été arrêté? Donc en fait, on allait à Bagdad. Moi, je réside en Syrie en fait tout le temps à cette époque-là. Et je me déplace à Bagdad dans le cadre du développement de l'association et je retrouve mes collègues. Et le but est d'entamer en fait toute une série de démarches administratives pour enregistrer l'association sur place et nous permettre de travailler en toute légalité, voilà, en Irak. On est dans un contexte particulier puisque quelques mois auparavant, depuis le retrait des États-Unis, en fait, le retrait des troupes américaines dans le nord-est syrien, tout de suite après, des grosses manifestations super violentes en fait ont émergé au Liban, à Beyrouth et en Irak, à Bagdad. De tension en tension, d'escalade en escalade, puisque ces manifestations anti-gouvernement irakien et donc anti-Iran, puisque le gouvernement a un gros support derrière, c'est la République islamique d'Iran. Cette tension, ces escalades de violence vont aller jusqu'à la mort du général Qassem Soleimani, qui est à la tête en fait de toutes les milices qui existent sur le territoire irakien, des milices chiites. Nous, on arrive 17 jours après la mort de Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien, Abu Mahdi el-Mohandes. Qui a été assassiné par les États-Unis. Par les États-Unis, exactement, par un tir de drone états-unien sur la route de l'aéroport. Voilà. On arrive dans un contexte assez chaotique, c'est un chaos dans le chaos. Et voilà, ils sont sur les dents et je pense que ce qu'ils veulent, c'est rafler de l'occidental. Et comment ça se passe d'un point de vue très pratique? Cette prise, vous l'expliquez dans un chapitre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les voitures sont arrivées? Ben voilà, moi ça faisait 4 ou 5 heures que j'avais atterri, à peine, vraiment à peine plus. Les copains étaient arrivés un petit peu quelques heures avant, voilà. Donc vous êtes 4, 3 Français et un Irakien. Et un Irakien. Et notre interprète irakien, voilà. Nous, on sort de l'agence de voyage dans laquelle on avait notre changement de billet d'avion. Et on a hélé un taxi, voilà, on n'avait pas beaucoup de trajets à faire, mais il faut les faire en voiture, il ne faut pas s'attarder en restant à pied. Et on avait pour 5 minutes de voiture, on venait tout juste de passer devant l'ambassade de France, on se rendait à l'évêché arménien catholique, et c'est vraiment à mi-distance entre les deux, dans un quartier vraiment très central de Bagdad, à Karada, qu'on a été d'un seul coup stoppé par un véhicule, un gros GMC, qui nous arrive sur la gauche. De la fenêtre, on voit les types qui passent, ils ont mis un coup de sirène et on voit des visages qui nous regardent de derrière les vitres, mais des visages cagoulés. Ils pilent devant nous, à une intersection qui finalement nous empêche ou de continuer tout droit ou de tourner à droite. Et des portières jaillissent plusieurs hommes très costauds, lourdement armés, gilets de combat, cagoules, etc. Donc on voit que les types ne sont pas là pour blaguer et que c'est pas une arrestation comme une autre. Et c'est en sortant, en étant tous arrachés, en fait, manu militari à nos banquettes, après que l'interprète ait été enlevé le premier, lui, il va prendre 2 coups de crosse au visage immédiatement. Il va saigner, il va être enfermé dans la voiture de devant. Julien, donc quand nous on disparaît à notre tour, enfin du véhicule, quand on est pris du véhicule, Julien va se retrouver avec donc Abou Dani, notre interprète à l'avant, donc dans le véhicule de devant. Et moi, je comprends en sortant qu'il y a un véhicule qui nous bloque aussi à l'arrière, puisque je me retrouve ligoté, les mains dans le dos avec Antoine. Et alors c'est à ce moment-là que vous commencez à réaliser qu'il ne s'agit pas, heureusement, de Daesh. Ouais, c'est très confus en fait. Théoriquement, effectivement, Daesh n'a pas de cellules. N'a pas de cellules en fait dans la capitale, mais ils vivotent. C'est des cellules dormantes, elles sont là. Elles existent aussi, elles réapparaissent au sud-ouest de Bagdad, elles réapparaissent dans l'ouest irakien, dans la région de Al-Anbar. Donc on n'est pas serein, mais effectivement, assez rapidement, j'entends pas quelque chose de motif religieux, je les entends pas hurler Allahu Akbar comme ils ont l'habitude de faire quand ils ont vraiment, quand ils sont victorieux, quand il y a un certain succès à exprimer. Et bref, et je vois à leurs mains, en tout cas je repère une bague, avant d'être ficelé moi, on me prend mon alliance, et je vois le type qui en teste le confort en fait sous mes yeux, donc il m'a mis quelque chose sous les yeux, mais moi je peux quand même me voir un petit peu. Et je vois en fait sa grosse bague, et je connais le monde chiite, enfin voilà, je le connais assez bien, et donc je comprends que c'est certainement un chiite. Donc je me dis, on est avec les ennemis de Daesh.
Donc ça ne peut pas être aussi pire que si on était avec Daesh. Mais les chiites sont aussi redoutables dans la région. Voilà, ce sont des ennemis de Daesh, donc il faut être capable d'aller aussi loin que Daesh pour faire face à un ennemi de ce type. Donc c'est rassurant, on se dit qu'on a une chance de survivre, mais on ne sait pas quelle chance, à quel niveau, quoi. Et quelle était cette milice, du coup? Est-ce que vous savez? Alors ces milices-là, en fait, c'est la mobilisation populaire qu'on appelle Hashd al-Sha'bi. Donc c'est comme un rassemblement, en fait, de plusieurs milices chiites qui sont nées dans un contexte de guerre, depuis la fin de la guerre Iran-Irak jusqu'à l'invasion américaine de 2003. Plusieurs milices chiites sont nées de différentes ingérences, de différents conflits, avec différents ennemis en fait à chaque fois. Par exemple, une milice avait vraiment pour cible le gouvernement irakien, trop inféodé aux États-Unis, ou alors contre l'insurrection sunnite qui résultait d'un vide politique en Irak, ou alors contre Al-Qaïda, ou alors... En fait, à chaque fois qu'une milice est née, c'est dans un contexte de guerre particulier, avec un ennemi précis. En 2014, quand l'État islamique se déclare officiellement, après avoir avalé Al-Qaïda, Al-Sistani, le grand ayatollah en fait d'origine iranienne, mais qui est très en fait pro-irakien. Qui a rencontré le pape. Exactement, qui a rencontré le pape dernièrement. Il va rassembler en fait toutes ces milices chiites pour qu'elles ne fassent qu'un seul et même front, à savoir la lutte contre l'État islamique. C'est la fameuse fatwa contre l'État islamique. Exactement, la fatwa contre l'État islamique et le fait de rassembler en fait toutes ces forces en fait qui sont éparpillées et puis parfois sans forcément obtenir vraiment de résultats, sans forcément être très productif. Bon voilà, là il y a une cause juste pour les chiites, c'est de frapper Daesh qui ciblait très précisément les chiites. Voilà, en tout cas entre autres. Et donc voilà, mais l'homme politique, enfin l'homme militaire qui rassemblait en fait tous ces chiites-là, qui agissaient sous son commandement, c'est Qassem Soleimani. Qassem Soleimani gère en fait toutes les milices depuis le Liban jusqu'en Afghanistan avec les Fatemiyoun et Pakistan avec les Zainabiyoun. Toutes ces milices chiites sont sous les ordres de Qassem Soleimani, qui est le numéro 2 après Ali Khamenei en Iran, mais c'est lui le patron. Donc quand l'espèce de fédérateur de ces milices chiites et l'interlocuteur entre toutes les milices chiites est assassiné, c'est comme une boîte de Pandore qui s'ouvre et toutes les milices sont éparpillées les unes les autres et se recomposent sur des logiques de quartier. C'est-à-dire que vous pouviez avoir un homme de Kataeb Hezbollah avec reformer une équipe avec un type de Badr ou avec quelqu'un de l'armée du Mehdi ou avec que sais-je encore, parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est plusieurs brigades mais qui se sont recomposées sur des logiques de quartier. Donc c'est la confusion en fait dans laquelle on s'est retrouvé juste après l'assassinat de cet homme-là, et également la confusion pour les services qui se sont mis activement à notre recherche. Ça a dû être un travail très compliqué. Et alors, vous, votre histoire est un peu particulière, parce que parmi les 4, alors il y a un arabe, un irakien, chrétien Aboudani, il y a 2 Français, et vous êtes franco-iranien, vous êtes des origines iraniennes. Est-ce qu'ils l'ont vu? Comment ils ont perçu ça? Je ne sais pas s'ils l'ont vu, ça leur est arrivé. Ils l'ont su. Je pense qu'ils l'ont su. Je veux dire, ils étaient capables certainement de trouver les informations. Et ils ont, comment dire, à quelques reprises, ils m'ont parlé en persan, donc j'imagine qu'ils devaient le savoir, mais ils ne me l'ont jamais dit clairement. Voilà, et je pense que, voilà, oui, je pense que, en tout cas, dans mes papiers, je veux dire, les papiers qui étaient à l'hôtel, ils ont pu trouver, voilà, des documents, parce que j'avais mon acte de mariage qui traînait dans mon sac à l'hôtel, donc il est écrit le nom du père, où il est né, donc. Mais ils m'ont jamais dit explicitement qu'ils savaient, quoi. Et quotidiennement, ça se passe comment quand on est enlevé comme ça? Comment ça se passait là? Il vous donnait, vous expliquez, vous donnait un peu de cigarette, c'était très rudimentaire, mais il n'y a pas eu de sévices? Après, non, il n'y a pas eu de sévices, Dieu merci, voilà, on n'a pas été maltraité physiquement, on n'a pas été torturé, battu. C'était des choses auxquelles on commençait à se préparer psychologiquement quand on ne savait pas à qui on avait affaire. Après, c'est une torture psychologique au sens où ils nous laissent, ils simulent, ça leur est arrivé de simuler quasiment une préparation à notre exécution. Voilà, on pouvait que l'interpréter de cette manière-là. Voilà, quand vous avez la lumière allumée dans l'espace dans lequel vous êtes séquestré 24 heures sur 24, que ça vous empêche de dormir, puis que subitement cette lumière s'éteint, et que de derrière la porte vous les entendez recharger leurs armes, et dans le noir, ils vous disent « suivez-nous un par un et ne faites pas de bruit », et qu'ils vous emmènent un par un derrière le lieu dans lequel ils vous tiennent prisonnier, vous vous dites, ça y est, c'est fini, ils vont nous exécuter. Donc ils font des choses comme ça, on entend des cris de torture parce qu'on est ballotté d'un endroit à un autre, et à chaque fois qu'on est changé de cache, on nous fait croire qu'on va être libre.
Donc ils y mettent les formes. On est joyeux, ils sont joyeux, Et c'est quoi ils l'intérêt ? partagent. C'est un ascenseur émotionnel permanent. Ou c'est peut-être pour qu'on se tienne tranquille durant notre transfert, qui se fait d'ailleurs à chaque fois de nuit. Mais en fait, à chaque fois, voilà, c'est dans cette situation que les choses se passent. Et dans un des lieux où on a été enfermé, qui était assez glauque, c'était dans un sous-sol, une espèce d'abri anti-aérien, insalubre, humide, froid, malodorant. On entendait des gens qui se faisaient torturer dans la salle au-dessus. Voilà, c'est des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, effectivement, c'est-à-dire que... Voilà. Puis les hyènes autour qui crient la nuit, on les entend tirer dessus à l'arme automatique, ça nous réveille, nous mettent le Coran à fond dans un poste CD ou cassette du matin au soir, du soir au matin, toute la semaine, ça vous rend dingue. Voilà, ça fait partie des choses en fait. Voilà, donc il n'y a pas eu de sévices, mais il y avait les moyens employés pour qu'on passe pas forcément un moment très agréable. Et alors, il y a un miraculé un peu en plus de vous trois, enfin de vous trois Français, c'est Abou Dani qui est l'interprète. Qui lui était en Irak, était à la mission irakienne d'Erbil, et lui, il n'a aucune valeur financière a priori, puisque contrairement aux Français qui peuvent être rachetés, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas tué immédiatement ? Quel était son intérêt ? Ça, c'est un grand mystère, c'est un miracle, c'est parce qu'effectivement, Abou Dani donc, est irakien. Dans les endroits dans lesquels on nous ballotte, il peut sentir l'air, il peut comprendre les accents. Il y a une spécificité à la langue. Les dialectes sont très marqués, même au sein d'une même région, d'un même pays. À la nourriture qu'on mange. Toutes ces choses-là sont des éléments qui peuvent lui permettre d'identifier le lieu, le groupe, etc. Donc, il sait, lui, qu'il est un témoin gênant pour ces hommes-là. Et eux le savent très bien. Donc lui, il était tétanisé plus que nous parce qu'il se dit qu'ils vont l'exécuter à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est un miracle que ça se soit pas passé comme ça. Nous, on lui disait, les Français considéreront toujours qu'un Irakien, enfin bref, quel que soit le pays dans lequel... Un personnel d'une ONG, quel que soit le pays dans lequel on est, qui travaille avec des Français, il sera pris en considération comme un Français. Mais malgré ça, pour lui, c'était clair et net qu'il allait être abattu. Et d'ailleurs, sa femme, qui était à Erbil, lorsque son fils faisait tout le nécessaire, en fait, recherchait activement son papa, eh bien sa maman, donc la femme de l'homme qui était enfermé avec nous, lui disait « Mais mon fils, ton père est mort. Tu dois arrêter de le chercher, tu nous fais perdre du temps. Il n'y a pas d'espoir dans le fait de pouvoir le retrouver. » Elle était déjà habillée de noir et elle lui disait, donc en tenue de deuil, et elle lui disait « Occupe-toi d'organiser la cérémonie funéraire. » Et elle avait déjà commandé le cercueil. Pour eux, c'était sûr et certain, il était mort. Donc c'est vrai que c'est incompréhensible. C'est-à-dire que, quel que soit le côté duquel on se place, Abou Dani était normalement le premier homme en fait, à disparaître en fait, de nous quatre. Donc ça a été un vrai miracle, tant pour nous que pour lui. Et alors, dans le livre, vous ne parlez pas que de cette fameuse prise d'otage, loin de là, même, je savais plus, ça fait un tiers, deux tiers, et les deux autres tiers évoquent votre parcours à vous et le parcours de l'association. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez rejoint SOS Chrétiens d'Orient, comment vous avez appris que ça existait, quand est-ce que vous avez travaillé pour eux à plein temps ? Alors, à l'époque, moi, je sortais en fait, du couvent. Moi, j'ai passé 9 mois dans un couvent chez les franciscains à Cholet pour ce qu'on appelle une année Saint-François. C'est une espèce d'année de césure, une année où on est regardant. C'était pas un postulat, j'avais pas en tête de devenir prêtre, mais j'avais envie d'être chrétien, parce que je suis chrétien. Mais j'avais envie de l'être sincèrement, en fait. Pas juste de nom, pas juste d'identité. Et à la suite de cela, je vivrai ma confirmation. Et la confirmation, en fait, ça correspond vraiment à un passage biblique. C'est après la résurrection du Christ, les 40 jours aux côtés de ses apôtres, et son ascension, vraiment, au ciel. Donc, quand il part, il laisse aux apôtres et aux disciples l'Esprit Saint. Et donc, c'est vraiment, en fait, l'envoi en mission des apôtres. C'est à ça que ça correspond, c'est l'envoi en mission. Et moi, je me sens... vraiment en fait très investi, très appelé en fait à cet appel. Je veux vraiment savoir en fait quelle sera ma mission, comment je peux servir Dieu en fait. Et votre mission au début c'était professeur d'histoire géo. C'est ça, et en fait à cette époque-là j'ai été professeur d'histoire géo dans des lycées, j'avais un petit poste de vacataire à la Cato d'Angers, donc l'université catholique de l'Ouest, et donc je fais mon travail, mais à l'issue d'un des cours que je donnais sur la Syrie à la Cato d'Angers, un de mes élèves, qui deviendra d'ailleurs plus tard un volontaire aussi chez SOS Chrétiens d'Orient, un de mes élèves, me parle d'une association, en fait, d'un groupe de jeunes qui est parti le Noël passé fêter la nativité aux côtés des chrétiens en Syrie.
Et j'ai été bluffé, en fait, parce que je me suis dit, mince, enfin, vous voyez, il y a le sujet des chrétiens, il y a le sujet de la Syrie. La Syrie, ça faisait déjà des années qu'elle était en guerre. Moi, je l'avais connue avant la guerre. Et je me suis dit, jamais je le reverrai, ce pays. Et j'étais très triste, en fait, de ce qui se passait. Et la notion chrétienne, enfin, quand vous n'avez pas le droit d'avoir une crèche dans votre vitrine, quand vous avez un plug anal à la place Vendôme, qu'on vous interdit, bref, même le sapin de Noël, etc., où la question du christianisme et des persécutions envers les chrétiens sont à peine abordées et qu'on passe notre temps à nous casser la tête avec d'autres communautés, mais qui méritent aussi qu'on s'intéresse à leur sort. Hein. Mais pourquoi occulter, ignorer la christianophobie, en fait? Eh bien là, vous aviez en fait ces deux sujets qui étaient réunis juste sur un événement, fêter Noël avec les chrétiens qui étaient victimes des persécutions. J'étais vraiment dans l'admiration, je les ai rejoints tout de suite. C'était une mission ponctuelle, fêter encore un Noël là-bas. Et en fait, suite à cela, j'ai tout abandonné pour les rejoindre et travailler avec eux, et on m'a proposé de travailler en Syrie. Et ça, c'est en 2016 du coup. Alors, le premier Noël que j'ai fait avec eux, c'était le 2014. Mais c'était déjà le deuxième Noël de SOS Chrétien d'Orient. Et moi, je suis parti comme volontaire en Irak dès mars 2015. Mais comme je partais pour très longtemps, on m'a dit, mais plutôt que de faire 1 an en Irak, est-ce que tu voudrais pas travailler en Syrie? Et j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai senti, oui, c'était l'appel, en fait. C'était la réponse à mes prières. C'était un appel. Et ce travail, en fait, constituait un petit peu tout ce que j'étais. Un peu d'Orient, du christianisme, de l'histoire, de la politique. Vivre l'histoire. Et être aux côtés des plus démunis, c'était quelque chose de très, très grand, de très, très fort. Et puis, c'est pas un altruisme désordonné. Il y a une lutte véritablement civilisationnelle et identitaire. Si on veut se donner les moyens, nous, de vivre, de résister et d'exister, d'être ce que nous sommes, nous, chez nous, il faut les aider là-bas. C'est comme une branche sur laquelle on a le postérieur posé. Ce qui les touche, eux, nous affecte, nous. Donc c'est pas... c'est vraiment pensé, c'est un humanitaire intelligent. C'est très clairement bien. Puis quand on aide les chrétiens là-bas, on aide le bien commun, on aide toutes les communautés, en fait, qui sont greffées autour des institutions chrétiennes, que ce soit dans le sanitaire, social, dans l'éducatif, dans le culturel, ça profite à tout le monde. Donc c'est vraiment très intéressant, et c'est un des deux poumons de l'Église, voilà, sans ça on ne peut pas respirer. Et il y a une espèce de rejet aussi un peu de ce qui se passe en France, Ouais, vous parliez un peu de la dégénérescence, mais vous dites à un moment qu'il y a la France, un pays de vieux, perclus, préférant ses retraités à sa jeunesse, que après avec le Covid ça vous donnera probablement un peu raison, mais oui, vous avez un jugement très dur finalement sur la France, et c'était une manière d'aller ailleurs, chercher la vie ailleurs, un peu de vitalité dans des pays qui sont pourtant en guerre, quoi. Complètement. Après c'est pas une... c'est ça, mais enfin c'est exactement ça. Moi j'ai grandi toute ma vie en banlieue, toute ma vie en HLM, et le contexte social dans lequel moi j'ai grandi, et les gars, les copains avec qui j'ai grandi, soit c'est la prison, soit il y en a malheureusement qui sont décédés. Il n'y a pas quelque chose vraiment de grand, en fait. Tout ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est gamin, c'est la honte d'être français, la repentance systématique pour un oui, pour un non, pour des crimes qu'on n'a pas commis envers ceux qui les ont pas subis. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai plein de copains qui sont convertis à l'islam, parce qu'il y a une reconnaissance, il y a une équipe, il y a une communauté, il y a tout ce qu'en fait la France ne leur offre pas. Quelque chose de viril, quelque chose de grand, puis une espèce de reconnaissance, un cadre, tu vois, une espèce de verticalité. Et en fait, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de mes camarades qui ont pris différents chemins. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir aussi. Mais j'ai quelque chose de transcendant, en fait. Déjà, rien que dans l'histoire de France. Ma petite expérience en tant que prof d'histoire géo, c'est de voir tous les trimestres des grands passages de l'histoire de France passer à la trappe. Pourquoi ? C'est quoi le but, en fait ? C'est-à-dire n'importe quel pays, même les horreurs qu'ils ont pu faire dans le passé, pour le coup, il y a des pays qui ont vraiment des histoires beaucoup plus sanguinaires que le nôtre, mais ils sont fiers de ça. Ils le mettent en avant. C'est ce qui fait toute leur identité. Ils n'ont aucun problème avec ça. Pourquoi nous, à chaque fois, on doit rougir ou se diminuer par rapport à une histoire qui est belle, qui est complètement dingue. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai malaise, un mal-être en fait pour beaucoup de jeunes. Et il y a ce besoin en fait d'exister, de faire quelque chose, qui nous dépasse, d'être dans l'absolu en fait, de mettre vraiment nos idées. De les projeter, de faire quelque chose. Mais justement, vous parlez dans un chapitre de ces jeunes que vous appelez pas les bénévoles, mais du coup les volontaires qui vont s'engager à SOS Chrétien d'Orient sur les différents endroits où vous êtes, donc en Irak, Syrie, Jordanie, Liban.
Et maintenant Égypte Arménie par la depuis, suite. puis après l'Égypte. Et alors vous expliquez que ce sont des profils très différents. Ouais, Les complètement. pantalons rouges de Versailles, C'est ça. avec des anciens légionnaires, et un peu de... Il y a de tout. C'est ça qui est super beau en fait, c'est que c'est pareil, ça a réconcilié les Français entre eux. Ça les a amenés en fait justement à dépasser toutes les lignes de fracture. Voilà, et puis toutes les choses qui permettraient en fait à ces Français de pas forcément se connaître. Ça a un petit peu pris le rôle de ce qu'il y avait auparavant le service militaire, où on se retrouvait avec l'uniforme, des gens de toutes conditions, de différents milieux, de différentes régions, et puis se retrouver à partager des moments en commun et apprendre à se découvrir. Là, il y a une vraie richesse, il y a une vraie diversité culturelle bien française, et là on pouvait justement en prendre connaissance et en prendre vraiment conscience. Et ben avec SOS Chrétien d'Orient, c'est un peu pareil. Ouais, il y a des pantalons roses versaillais, enfin c'est eux à la base, hein. Enfin c'est aussi ces gars-là qui sont à la base de tout ça. Donc c'est des braves, c'est des gens qui sont très courageux. Donc voilà, ça casse aussi des idées reçues, ça casse des représentations. Il y a des gens du milieu ouvrier, il y a des gens du milieu des quartiers, des anciens militaires. Bref, il y a vraiment de toute la France en fait. Et c'est super beau d'avoir la capacité, la possibilité de se réunir avec un projet commun et puis d'apprendre à s'aimer en fait. Et puis de nourrir en fait cette amitié, cette camaraderie, cette fraternité de retour en France. Pour revenir à votre histoire et à l'association, qu'est-ce qui a changé dans l'association avec cet enlèvement et cet épisode qui était quand même assez exceptionnel ? Bien, ça a pris. C'est-à-dire que ce qui a changé, c'est que, on s'adapte. C'est une nouvelle. C'est quand même un événement majeur en fait qui s'est passé dans le cadre associatif. Donc, comme tous nos dispositifs de sécurité sont sérieusement mis à jour, etc. C'est. Parce qu'il n'y avait pas eu de défaut en plus. C'est ça qui est important. Absolument pas. C'est qu'il n'y avait pas eu de défaut quand il y a eu la prise d'otage, quand vous avez été enlevé. Il n'y a aucune norme de sécurité qui avait été violée. Absolument pas. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, d'ailleurs, Antoine qui faisait partie de la petite équipe de captifs. Il assistait à des cellules de crise et de soutien en fait avec le Quai d'Orsay de façon hebdomadaire. Et juste avant notre voyage en Irak, il a vraiment demandé donc aux services compétents s'il y avait une quelconque barrière, une quelconque raison pour lesquelles on pourrait ne pas être amené à s'y rendre. Et non, il n'y avait pas de problème, pas plus qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des problèmes en Irak, mais si les humanitaires allaient là où tout va bien, ça se saurait. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas de raison particulière pour qu'on n'y aille pas. Et en plus, on avait demandé aussi à l'ambassade de France à Bagdad et au consulat de France à Erbil. Donc tous les signaux étaient au vert, quoi. Il y avait vraiment accès libre. Je ne vais pas vous demander de raconter les dernières minutes de la prise d'otage, ça je laisserai aux gens le soin de le lire dans le livre. Mais alors qu'est-ce que sont devenus vos camarades qui étaient avec vous? Vous travaillez tous encore pour l'association? Qu'est-ce qui s'est passé? On travaille toujours avec l'association. On a eu un moment de repos en fait suite à cet épisode-là. On a été très bien accueillis par les nôtres. Vous êtes revenu en plein Covid en plus. C'est ça, on est revenu en plein Covid, donc c'est aussi ce qui nous a sorti un petit peu du trou dans lequel on était, puisque ça démonétisait en fait complètement la valeur marchande ou l'objet d'échange en fait qu'on essayait d'utiliser à travers nous autres. Et bien d'un seul coup, il y a quelque chose qui venait casser un petit peu toute la valeur qu'on aurait pu avoir. Et nous après en rentrant, on a pu se reposer. Certains ont repris avant d'autres, et voilà, ça continue. On a des collègues, Antoine notamment est déjà reparti en mission à plusieurs reprises. Julien, c'est bientôt son cas, et puis moi, ça va pas tarder également. Et en Irak, Aboudani lui a repris également. En Irak, Aboudani travaille toujours à Erbil, voilà. Merci beaucoup. C'est moi Guerrier de la paix, Alexandre Goudarzi, donc c'est aux éditions du Rocher.